Bonjour, sentez-vous salué. Alors, je vais vous mettre un extrait de l'interview de Berkoff, deux journalistes français. Berkoff et le journaliste mainstream Berkoff et Idriss Abekan. Ok, au sujet de l'amende que l'Union européenne a infligée à X, le réseau social de Elon Musk. Écoutons-le parce qu'il est très informé. Il dit les choses vraies, avérées. Il est indétrônable. Écoutons-le et puis on vous revient. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Eh bien, le réel va continuer d'enfoncer la porte avec Idriss Aberkan. Bonjour Idriss Aberkan. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors Idriss, vous avez peut-être entendu Virginie Joron, mais au-delà de ça, vous voyez ce qui se passe, c'est quand même très intéressant par rapport à cette guerre, encore une fois, à tous les étages, entre X et la Commission européenne. Pour ne parler que de ça, vous avez vu les résultats, vous avez vu les réactions de Vance, de Trump et autres. Vous voyez les réactions d'un certain nombre, effectivement, de leaders européens d'un côté qu'un de l'autre. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la guerre est déclarée. Et ce qui m'a intéressé, je voudrais que vous en parliez parce que vous suivez ça, vous, avec beaucoup de minutie, c'est que sous quel prétexte, en fait, l'Union européenne, la Commission européenne a taxé X de 220 millions d'euros, et comment X a répondu. Et c'est très intéressant de tracer, effectivement, le portrait, disons, géopolitique de cette nouvelle bataille. Alors, vous savez, André Berkoff, ça rappelle la bonne vieille blague soviétique. C'est deux types qui sont au goulag et le premier demande à l'autre « Toi, t'es là pour quoi, au fait ?» Moi, j'ai pris 20 ans pour rien. Et l'autre lui répond « Ah, impossible, pour rien, c'est seulement 10 ans. » Donc, la Commission européenne, c'est ça, en fait. Techniquement, ils ont collé du droit commun à X, du droit commun qu'ils ont fait sur mesure. Vous savez, dans toutes les dictatures, les prisonniers politiques sont incarcérés au titre du droit commun. C'était comme ça sous Staline, c'était comme ça sous Khrouchtchev, c'était comme ça sous Brejnev. Ils disaient non, c'est pas des prisonniers politiques. Václav Havel, par exemple, il a été incarcéré au titre du droit commun. Donc le droit commun, c'était la vérification des coches bleues. Voilà, donc il y a des coches bleues sur X. C'est quoi les coches bleues? Dites-nous pour les... Oui, merci de demander, parce qu'en effet, tout le monde n'est pas au courant de ça. Ouais. Donc, on peut faire vérifier son compte. À l'époque, déjà, on pouvait faire vérifier son compte en disant, voilà, je vérifie que c'est moi, donc je mets ma carte d'identité, je confirme que c'est bien moi. Et cette vérification des coches bleues, donc, avait certaines règles qui, en fait, étaient extrêmement laxistes et puis surtout mauvaises avant que Musk ne reprenne X. C'était un des arguments, d'ailleurs, pour qu'il reprit X. Oui. Et depuis qu'il a repris X, Musk a garanti beaucoup de vie privée dans les conversations, on peut plus voir par exemple quel tweet, quel post vous avez aimé. C'est tout bête, mais on parlait des fact-checkers précédemment, qui sont devenus de plus en plus des agents de la Stasi, on le voit aujourd'hui. On a par exemple un Tristan Mendès France qui fait des listes aujourd'hui. C'est répugnant, c'est abominable, mais lui, apparemment, ça va avec. Parce qu'il dit, oui, des millions de gens ont suivi le tweet d'Elon Musk, c'est pas possible, et ont retweeté. Oui, il fait des listes, voilà, exactement. Il fait des listes, oui, tout à fait. Regardez, monsieur l'agent, j'ai fait une liste. Donc, ça correspond bien à sa prédisposition intellectuelle. Ça fait honte à son aïeul, il faut le dire, mais bon, vous savez, chez les Mendès France, malheureusement, Pierre a pris l'intelligence pour 3 générations. Son grand-père était un homme grand, lui, est-ce qu'il reste? Donc, Musk a empêché ça, tout simplement. Musk a empêché que l'on puisse voir qui a liké quoi, qu'on puisse faire de l'Adolfo Ramirez de bas étage. Et ça agace la Commission. La Commission n'est pas contente de ça. Donc, elle lui met des amendes de droit commun. Bon, c'est ça la situation. Et alors lui, c'est intéressant parce que dans cette guerre-là, et lui a répondu. Il a répondu, je crois, en censurant. Alors, expliquez-nous parce que c'était pas très très clair dans ce qu'on a vu. En censurant quoi, l'espace publicitaire de la Commission européenne ou c'est plus subtil que ça? En fait, c'est vraiment ce fameux Digital Service Act, le DSA, que Thierry Breton a voulu promouvoir et sur lequel il a fait une sorte de carrière politique au rabais, qui est liberticide. J.D. Vance l'a dit. D'ailleurs, il faut remarquer dans la chronologie de ces événements que J.D. Vance, donc le vice-président américain, était au courant de cette amende avant qu'elle n'arrive. Il était au courant, il a fait une déclaration sur X en disant « C'est liberticide, votre Digital Service Act est liberticide ».
Donc, il faut être très clair. C'est au titre du Digital Service Act qui n'a été voté par personne. Hein. Il faut savoir que vous et moi, André Berkoff, on n'a pas été consultés pour voter ça. C'est pas passé devant le Parlement français. Certes. Ça a été vraiment passé sous les alcôves. Donc, c'est pas du tout démocratique. Les Américains rigolent pas avec ça, du tout. Et à mon avis, désolé d'utiliser cette épithète, mais c'est plutôt un nom commun, les abrutis, parce qu'ils sont abrutis, qui ont commencé ça, ne se rendent pas compte qu'ils ont réveillé le Kraken. Vraiment pas. Ouais. Il faut rappeler qu'Elon Musk, c'est plus de followers que la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne n'ont d'habitants. Ah bon? Je ne sais pas s'ils se rendent compte ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer un printemps européen. Ouais. Exactement. Et en plus, les États-Unis ont un arsenal législatif pour rétorquer. Je vais vous donner un seul exemple, mais on pourra le développer si vous le souhaitez dans votre émission. Le juge Moraes, vous savez qu'on appelait le juge Voldemort. Le juge brésilien qui était répressif, qui excellait dans la répression à toutes les Exactement. Et puis qui était un homme terrifiant, faut reconnaître. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, il est sur la liste Magnitsky, la liste des gens qui violent les droits de l'homme et en particulier la liberté d'expression. Et quand vous êtes sur la liste Magnitsky, c'est pire que si vous étiez Al Capone à Las Vegas. Là, vous ne pouvez plus transacter avec aucun Américain. Donc, personne physique ou morale, vous ne pouvez plus vous rendre aux États-Unis et tous vos avoirs sont gelés. Eh ben, Nathalie Loiseau et Thierry Breton, je ne sais pas s'ils se rendent compte que c'est exactement ça qui les attend. Les Américains ne plaisantent pas avec le premier amendement, la liberté d'expression, et ils sont tout à fait capables de juger que chacun des censeurs européens s'est rendu coupable d'un crime contre les libertés publiques américaines. Mais ça va très loin. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas contre leur propre... Quand vous avez vu déjà, le département d'État va interdire, ne donnera pas le visa à tous les gens qui censurent les fact-checkers et compagnie européens. Ça y est, ça a été décidé, ça. Ouais. Donc, que le petit Mendès France, je dis bien le petit puisque le grand-père était le grand, fasse attention quand il s'amuse à faire des listes, parce que les Américains ne plaisantent pas avec ça. Eux, ils ne rigolent vraiment pas avec ça. Donc, c'est un irresponsable, donc il agit en irresponsable, mais malheureusement, les Américains peuvent le mettre devant ses responsabilités pénales, c'est-à-dire un complot contre les libertés publiques. Ça, c'est un terme aux États-Unis, c'est une felony. Et c'est susceptible de sanctions aux États-Unis, de plaintes et de sanctions. Et de prison. Et de prison. Ils peuvent même vous extrader pour ça. Les Américains plaisantent absolument pas. Le complot contre les libertés publiques aux États-Unis, c'est passible de prison. C'est une felony. Et on parle de 5 ans de prison minimum. Hein, donc ça ne plaisante vraiment pas. Thierry Breton, Nathalie Loiseau devraient vraiment étudier le cas du juge Moraes, qui était un apprenti dictateur comme eux, hein, qui s'est amusé à censurer X à l'époque. X prenait $25 000 d'amende par jour. Et par violation, donc ça pouvait monter à des millions par jour. Évidemment, ça n'a jamais été appliqué parce que X était dans son droit. Donc, la Commission européenne est en train de copier un apprenti dictateur qui ressemble à Voldemort physiquement et dans sa tenue vestimentaire du Brésil. Je ne sais pas si ce sont ça les fameuses valeurs européennes dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée. En ce qui me concerne, étant citoyen français, donc lié à l'Union européenne malgré moi, eh bien, je ne considère pas que l'Union européenne a porté des valeurs de cette nature ou doit en porter de quelque façon que ce soit. Mais alors, Idriss Aberkane, quand même Elon Musk va dire, écoutez, est-ce qu'il n'outrepasse pas un peu, bon, il est américain, etc., d'origine, on le sait, sud-africaine, mais quand il dit l'Union européenne, la Commission européenne doit disparaître, c'est plus possible, il faut que les peuples, les nations reprennent le pouvoir, mais on peut lui dire aussi, mais qu'est-ce que vous avez à vous interférer dans un continent qui n'est pas le vôtre, dans des pays qui ne sont pas les vôtres? Du point de vue du droit américain, il est citoyen américain, d'ailleurs il n'a plus de double nationalité, je ne pense même plus qu'il soit canadien. Elon Musk est dans son droit le plus strict, il poste une opinion sur un réseau américain. Enfin, je veux quand même donner quelques éléments pour que les gens comprennent, hein, pour que vous voyez l'hypocrisie de tous ces européistes forcenés. Vous avez un petit avoué dans le sens balsacien du terme, même s'il ne mérite pas l'aspect balsacien de cette profession. Un petit avocat français qui est très controversé, qui dans l'affaire Jean Pormanov, donc c'est une affaire où un streamer français, quelqu'un qui faisait des directs en français, a été quasiment tué à l'antenne, sur une plateforme qui s'appelle Kik.
Ah oui, qu'on maltraitait, qu'on tapait, qu'on torturait presque pratiquement, tout ça pour que des gens jouissent de ça, des attardés mentaux. Mais enfin, donc ce pauvre avocat qui s'appelle Pelletier en l'occurrence, donc Monsieur Pelletier, avocat de profession et certainement pas de sacerdoce, avait dit à l'époque sur ses réseaux, écoutez, Kik est une plateforme australienne, donc elle n'a aucun compte à rendre. Alors je suis désolé de lui donner des cours de droit, mais c'est absolument faux. Hein, les directives sont très très claires. Dès qu'une société, par exemple, contribue seulement à l'éditorial, c'est-à-dire favorise des miniatures, fait un début de démarche éditoriale, elle est responsable de ses contenus, évidemment. La jurisprudence est très claire là-dessus. Donc bon, en l'occurrence, ce monsieur avait tort. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens de cette nature disaient, pour quelque chose d'infiniment plus grave, une mort à l'antenne, un mec torturé pendant des jours à l'antenne, disait « Oh, les plateformes sont pas responsables. Oh non, c'est l'Australie, vous comprenez, c'est loin, ma bonne dame, l'Australie. » Donc, quand un type, vraiment pour enfoncer le clou, quand un type est mort à l'antenne, torturé par des tarés, ça va. Ouais. Ça va. Abusé par des tarés. Et quand un Musk dit ce qu'il dit, ça va plus du tout. C'est ça. Non, quand il fait valoir son opinion qui est légale aux États-Unis d'Amérique, là, non, ça va pas. Donc, c'est des tartuffes. C'est faux. D'un point de vue juridique comme d'un point de vue moral, l'isonomie, l'égalité de tous devant le droit n'est pas respectée. Musk a tout à fait le droit de faire la déclaration qu'il a faite. C'est son droit le plus strict en tant qu'Américain. On voit que des gens comme Thierry Breton et Nathalie Loiseau tentent de contredire ce droit, tentent de lui enlever ce droit, les Américains, j'insiste, ça ne marche pas. Ça ne marche. Et justement, Idriss Aberkan, il y a quelque chose d'intéressant. Je revois le courrier qu'avait envoyé Breton à Musk. Alors évidemment, en disant attention, Musk, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Hein. C'était du 12 août 2024. Mes services et moi-même serons extrêmement vigilants concernant d'éventuelles violations du Digital Service Act et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les outils à notre disposition, y compris des mesures temporaires si cela s'avérait nécessaire pour protéger les citoyens européens. Donc, effectivement, fermer X, lui infliger 120 millions, etc. C'est intéressant parce que nous sommes en 2025, fin 2025, mais cette guerre ne va pas s'arrêter là, en fait. Oui et non. Alors d'abord, Thierry Breton, c'est personne, il faut le comprendre. Ursula von der Leyen l'a remis à sa place à plusieurs reprises. Elle-même s'était faite un peu humilier, on l'a trop vite oublié, en Turquie par Monsieur Michel, si je me trompe pas, hein, si ma mémoire est bonne, encore un autre type pour qui on n'a pas voté, dont je connais vaguement le nom. Donc Thierry Breton, c'est personne. En France, oui, c'est pas mal, c'est quelqu'un, c'est ok en France, mais à l'échelle européenne, Thierry Breton, c'est personne. C'est Ursula von der Leyen qui décide. Elle peut le laisser s'amuser comme ça, mais les chiffres parlent. Vous savez, André Berkoff. Elon Musk, il a le bouton on-off de l'économie allemande. Hein. Il a construit la plus grosse usine d'Allemagne, la Gigafactory Berlin. C'est la plus grosse usine d'Allemagne. Il a fait arriver les trains allemands à l'heure. Et oui, c'est triste aujourd'hui, les trains allemands n'arrivent plus à l'heure. Et il les a fait arriver à l'heure pour ses ouvriers. Il a mis en place des services de navettes et des trains spécifiquement pour la Gigafactory Berlin. Avec Starlink, c'est Musk qui contrôle la guerre en Ukraine. Si jamais Starlink venait à s'éteindre, la guerre en Ukraine prendrait fin et pas en faveur des Ukrainiens. C'est vrai qu'on oublie ça, oui. Et oui, un euphémisme. Et le programme spatial européen, le fameux, sans Elon Musk, c'est mort. Donc, on peut, dans notre France du make-believe, comme disent les Américains, c'est-à-dire où on croit notre faire croire, Faire croire, oui, merci de franciser, parce qu'en effet, il faut tout de même préserver notre langue. Dans la France du faire croire, c'est très élégant de le dire comme ça, évidemment, on peut faire croire que Musk, ne pèse pour rien. Mais dans la France des vrais chiffres, dans la France et dans l'Europe des vrais chiffres, à l'échelle de l'Union européenne, Musk, en fait, il a toutes les cartes en main. Hein. Donc Thierry Breton peut absolument rien faire contre lui. Et alors, je ne parle même pas d'une éventuelle interférence de Donald Trump, parce que là, c'est tout de même J.D. Vance qui est venu s'y coller. Hein. Mais on le rappellera jamais assez. Si jamais Donald Trump met 100% de droits de douane sur les vins et spiritueux du groupe LVMH, c'est terminé pour le petit Thierry Breton, l'homme qui a planté toutes les boîtes par lesquelles il est passé, l'homme qui n'est absolument pas un capitaine d'industrie et qui est, il se trouve, l'exécuteur testamentaire de Bernard Arnault. Eh bien, Bernard Arnault, qui lui, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses et on a tout à fait le droit, mais sait diriger une boîte, il va expliquer à Thierry Breton que ça va pas être possible, en fait, de mettre 100% de droits de douane au groupe LVMH, lequel groupe LVMH, d'ailleurs, est en pleine difficulté aujourd'hui sur le plan boursier. Donc voilà, Musk a toutes les cartes en main. Évidemment, il va pas s'amuser à voyager en Europe
parce qu'il est pas fou, il connaît l'arbitraire européen. La jurisprudence Pavel Durov lui a bien montré qu'il ne fallait pas plaisanter avec ça. Cela dit, je pense qu'il peut voyager en Italie sans problème. Il a d'excellentes relations avec Giorgia Meloni, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Absolument. Idriss Aberkan, non, mais c'est très intéressant parce qu'au fond, quand même, on assiste à quelque chose d'intéressant, pas d'intéressant, de passionnant, ce que je veux dire, historiquement. Est-ce que c'est pas la première fois, sans en faire, que quand vous avez parlé de Musk par rapport à l'Europe, par rapport au régime, etc., est-ce que c'est la première fois qu'il y a, et c'est pas seulement les milliers de milliards, hein, qu'il y a un homme, une institution qui peut peser aussi fortement sur tout un continent, sur tout un système? C'est très intéressant du point de vue des guerres à venir, ça, et des affrontements à venir. Alors malheureusement, c'est pas du tout la première fois, hein. Et Mark Zuckerberg de Facebook, maintenant Meta, l'a fait à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle Meta est interdit en Chine. D'ailleurs, Twitter X est interdit en Chine aussi, puisqu'avant la prise de contrôle par Musk, X s'était impliqué dans les événements à Hong Kong. Et la Chine lui en avait tenu rigueur. On sait combien de révolutions Facebook ont eu lieu. En ce qui me concerne, j'ai même été témoin d'une d'entre elles en 2013 en Bulgarie. J'ai assisté à un renversement de gouvernement par Facebook, conduit par Facebook avec le soutien de la CIA. À l'époque, donc, le gouvernement Orecharski à Sofia, en Bulgarie, avait nommé un chef de la police secrète controversé. Immédiatement, la CIA s'était emparée de cela pour créer une page Facebook créditée de 50 000 followers. Donc, ça avait empouvoiré les gens. Cette page s'appelait Dance With Me, puisque la police secrète s'appelait le Dance. Donc, c'était un bon slogan joli. de Madison Avenue. Hein, c'était pas du tout quelque chose de fondé en Bulgarie. Et ce Dance With Me avait créé une révolution dans laquelle j'étais. Hein, j'en étais témoin. J'ai crié sur les barricades Ostavka en bulgare, ça veut dire démission, et Cherveni Boklopsi, qui veut dire ordure rouge. Donc j'ai vu, et c'était d'ailleurs un an avant le Maïdan. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Vous dites c'est donc, quelque chose qui existe. Non, mais je parle du point de vue de la puissance quand même, parce que vous dites Meta, etc., mais du point de vue Elon Musk, vous venez d'énumérer quand même les territoires très différents, les domaines très différents où il peut intervenir. Alors je dis pas Elon Musk, on va pas en faire le dictateur, l'autre Voldemort, ça n'a rien à voir. Mais quand même, il y a une asymétrie tout à fait fascinante dans cette histoire. Alors, c'est vrai que, mais c'est en fait cette dissonance cognitive sur laquelle vous mettez le doigt, ou sur laquelle précisément, comme vous aimez le rappeler, vous portez la plume dans la plaie, c'est qu'on nous présente Musk comme une sorte d'escroc, une sorte de type qui sait pas trop ce qu'il fait. Non, Musk est littéralement le plus grand capitaine d'industrie de tous les temps. Et je pèse mes mots, hein. J'ai enseigné le management à l'École Centrale Paris pendant 7 ans. Hein. Donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Musk, je ne connais aucun capitaine d'industrie dans l'histoire, en incluant Henry Ford, en incluant George Westinghouse, en incluant Thomas Edison. Je ne connais aucun capitaine d'industrie qui a atteint les performances industrielles de Musk. Elles sont complètement hors normes. Je vais vous donner un seul chiffre, parce que c'est comme quand on compare les footballeurs, vous savez, les statistiques de Cristiano Ronaldo, les statistiques de Lionel Messi, on dit mais c'est hors norme, c'est pas possible. Le nombre de corners transformés, le nombre de passes décisives, le nombre de buts en pleine lucarne, le nombre de frappes cadrées. Eh ben, Elon Musk, juste dans le secteur aérospatial, qui n'est même pas son secteur principal, il a divisé par 250 le prix du kilo envoyé dans l'espace. Avant Musk et après Musk, 1 kilo envoyé dans l'espace, c'est 250 fois moins. Je connais pas de précédent industriel où une seule personne ait fait un truc pareil. Hein. Je n'en connais pas. Et je parle pas de Tesla, bien sûr, qui est une société automobile aujourd'hui qui Starlink et tout le reste. $. Starlink, bien sûr, l'Internet partout, qui a révolutionné l'Afrique. D'ailleurs, les Africains bénissent Starlink chaque jour que Dieu fait, sauf l'Afrique du Sud pour des raisons politiques. Mais voilà, c'est ce qu'a fait, et je parle même pas de la Boring Company qui fait des tunnels. Donc non, Elon Musk est le plus grand capitaine d'industrie de tous les temps, et je mets au défi n'importe quel professeur de gestion de me citer un capitaine d'industrie dont le bilan industriel est supérieur à celui de Musk, même en prenant des titans comme Michelin, encore une fois, ou les fondateurs. Non, c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait passionnant. Merci Idriss Aberkan, on reviendra avec vous sur ces affrontements, parce que justement, il faut faire the whole picture, comme disent les Américains, pas parler de telle ou telle petite chicaya de banlieue, d'arrondissement ou de bruxellisation, mais parler de ce qui se passe en général, et vous le faites très bien. Merci. Merci André Berkoff. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Commentez, dites quelque chose, partagez, mettez un pouce, cliquez sur la cloche de notification et je vous reviendrai. Ok? Portez-vous bien. Sur ce, on est ensemble. Ciao.